Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Joyeux Halloween! Merci infiniment de m'avoir suivi pendant cette semaine de thread. J'espère que vous avez autant kiffé que moi. Nous arrivons donc à notre dernière histoire. Il s'agit du témoignage glaçant de Rob concernant son fils Josh. Sur les conseils de son psy, Rob a décidé d'écrire son histoire pour essayer de faire sens de tout ce qu'il a traversé. Il a décidé de le poster sur Reddit parce qu'il sentait qu'il avait besoin d'avis, même s'il est tout à fait conscient qu'en faisant ça, il va s'exposer à des jugements et des commentaires difficiles. Il dit lui-même qu'il a commis de nombreuses erreurs, mais qu'il pense avoir fait du mieux qu'il pouvait, étant donné les circonstances. Je vous laisserai en juger, alors comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Quand Josh est né, ses parents ont tout de suite compris qu'il était perturbé. Très perturbé. Pourtant, il était désiré, ça faisait plusieurs années que Rob et sa femme, Sally, essayaient d'avoir un enfant et ils sont tellement heureux de pouvoir enfin agrandir la famille. Mais quand ils rentrent de l'hôpital avec leur bébé, ils réalisent rapidement que quelque chose cloche. Josh est malheureux, il ne fait que pleurer tout le temps. Il pleure à s'en casser la voix, son petit visage est crispé par le chagrin en permanence. Il lui arrive même de pleurer pendant son sommeil et ses parents sont rongés par l'inquiétude. Quel bébé est capable de pleurer même en dormant? Rob et Sally tentent tout pour mettre fin à ses pleurs, ils se rendent chez tous les spécialistes possibles et imaginables, ils changent son alimentation à plusieurs reprises, ils le bercent pendant des heures, ils lui font écouter de la musique, ils achètent des dizaines de jouets différents, mais rien ne semble apaiser le petit Josh qui continue de pleurer nuit et jour jusqu'à ses 1 an. Une fois le stade des pleurs dépassé, les parents pensent être tirés d'affaire. Ça y est, leur fils ne pleure plus, ils vont enfin pouvoir reprendre une vie normale. Mais pour une raison qui leur échappe, Josh est désormais fâché tout le temps, comme si le simple fait d'être en vie le remplissait de colère. Il ne sourit jamais, il ne rit pas. Les seuls moments où il sourit, c'est lorsqu'il enfreint une règle ou qu'il cause de la souffrance à quelque chose. Mais c'est un sourire vicieux et pervers. Ce qui est positif ou joyeux ne l'atteint pas. Il ne s'en nourrit que par une haine inexplicable et ça se reflète dans ses actions. À partir du jour où il apprend à marcher, le petit Josh se donne pour mission de tout détruire. Il casse tout ce qui lui tombe sous la main, il jette tout ce qu'il peut dans les toilettes, il mâche ses jouets au point de les rendre inutilisables. Et puis quand il découvre comment retirer sa couche, il prend même un malin plaisir à faire ses besoins à travers toute la maison comme un animal. De ses 9 à ses 15 ans, Josh avait même pour habitude de déféquer dans le lit de ses parents, jusqu'à ce qu'ils installent un verrou à la porte pour l'empêcher de rentrer dans leur chambre. Mais ça ne décourage pas Josh pour autant, qui se met à faire ses besoins juste devant la porte de la chambre. Cette espèce de guerre biologique a commencé quand il avait 2 ans et demi et ne s'est jamais arrêtée. En grandissant, Josh devient de plus en plus incontrôlable et agressif. Il mord, il donne des coups de pied, crache, griffe. Il est renvoyé de 2 écoles différentes avant l'âge de 9 ans. Rob et Sally le placent dans une école spécialisée, mais son comportement ne s'améliore pas pour autant. Les enseignants sont obligés de le maintenir à l'écart pour éviter qu'il n'attaque les autres élèves. Après leur propre chambre, c'est la cuisine qu'ils doivent verrouiller parce que Josh prend l'habitude de voler des couteaux. Il s'en sert pour déchiqueter tout ce qu'il peut, les meubles, la tapisserie, les tapis. Une fois, il réussit même à planter le couteau dans la hanche de son père, qui en porte encore la cicatrice aujourd'hui. Sa personnalité semble devenir de plus en plus sombre à mesure qu'il grandit, il met le feu à des objets et torture les animaux de son quartier. Rob se souvient par exemple d'un chien errant qui avait l'habitude de traîner dans le parc près de la maison. Un dimanche midi, alors que Rob et Sally font un barbecue avec des amis, Josh vole un pick à brochettes et prend la direction du parc.
Lorsqu'il aperçoit le chien, il lui plante le pic en métal dans l'œil et le rend aveugle. Il trempe aussi la queue de plusieurs chats du voisinage dans de l'essence avant d'y mettre le feu. Bref, des actes vraiment barbares et violents. Ses parents sont dépassés, ils ne savent pas quoi faire face à la bête cruelle et sauvage qu'est leur fils. Alors évidemment, ils vont voir de nombreux spécialistes. Josh est suivi par un psychiatre et va à son cabinet 2 fois par semaine. Il est sous traitement, un traitement qui a d'ailleurs changé un nombre incalculable de fois au fil des années, mais rien ne fonctionne. Ni la thérapie, ni les dizaines de médicaments prescrits à leur fils. Et puis lorsque Josh a 16 ans, Sally tombe de nouveau enceinte. Et au lieu de ressentir de la joie à cette annonce, Sally et Rob sont remplis d'horreur. Et s'ils avaient un deuxième Josh? La grossesse n'était pas planifiée et ils ne savent pas quoi faire. Ils ne veulent pas avorter, mais l'idée d'avoir un deuxième Josh à la maison les terrifie. Alors ils décident finalement de garder l'enfant, mais ils se mettent d'accord et prennent la lourde décision que si l'enfant est comme le premier dans les premiers mois, eh ben ils le confieront à l'adoption. Jamais ils ne pourront survivre avec 2 enfants aussi dérangés. Quand leur petite fille Rose naît, Rob et Sally sont surpris de constater qu'elle est normale. Pendant des mois, ils se sont préparés à donner naissance à un deuxième monstre, mais Rose est un bébé adorable. À 4 mois, elle fait déjà ses nuits, elle sourit, elle gazouille. Les parents sont heureux et soulagés et ils passent des moments magiques avec la petite Rose. C'est à ce moment-là que Rob commence à s'éloigner de son fils. Jusqu'à la naissance de Rose, il faisait vraiment tout ce qu'il pouvait pour être là pour Josh. Il en est convaincu, même s'il a fait des erreurs, il a fait du mieux qu'il pouvait. Vraiment, il a essayé de l'aimer, de s'occuper de lui, de l'aider. Mais avec la naissance de Rose, Rob et Sally découvrent enfin ce qu'être parent veut dire. Elle devient leur priorité, elle est tellement gentille et adorable. Eux qui n'avaient connu que la cruauté et l'agressivité de Josh, ils sont en admiration devant ce petit être. Et chaque moment qu'ils passent avec leur petite fille est magique. Du coup, même si c'est pas forcément conscient, il délaisse Josh. Rob sait qu'il ne devrait pas négliger son fils, mais c'est juste plus fort que lui. Josh, lui, n'a pas semblé particulièrement intéressé par la grossesse de Sally, peut-être qu'il a même pas réellement compris ce que ça signifiait, mais quand ses parents ramènent le bébé à la maison, Josh devient encore plus violent. Quand sa petite sœur naît, Josh a déjà 17 ans, mais il se comporte toujours comme un enfant immature et capricieux. Il hurle sur ses parents à longueur de journée, il les insulte, et il quitte régulièrement la maison en claquant la porte. Souvent, il revient quelques heures après, mais il lui arrive aussi de disparaître pendant toute une nuit. Et même si Rob a honte de l'admettre, il est soulagé quand son fils ne rentre pas parce que ça lui permet de profiter d'un moment de tranquillité avec sa femme et sa fille. Il en arrive même à attendre avec impatience les disputes parce qu'elles se terminent toujours par le départ de Josh. Sa relation avec son fils, déjà fragile avant la naissance de Rose, devient presque inexistante. Leurs seules interactions se résument à des disputes, des hurlements, des insultes. Et pour Sally, c'est pire encore. Quand Josh entre dans la même pièce qu'elle, elle se met à lui crier dessus « Fous-moi la paix, laisse-moi tranquille » jusqu'à ce qu'il parte. Josh commence à passer de plus en plus de temps à l'extérieur. Ses parents n'ont aucune idée de ce qu'il fait, mais ils ne peuvent s'empêcher d'apprécier le calme et la tranquillité. Comme je vous l'expliquais, les accès de rage et l'agressivité de Josh les ont forcés à faire pas mal de changements dans la maison. Ils ont remplacé les portes trop fragiles pour qu'elles résistent aux coups de pied de leur fils, et ils ont même installé des serrures de partout. Ils sont les seuls à avoir les clés. Alors ça peut paraître extrême, mais Rob explique que c'était le seul moyen de se protéger de leur fils. Après, pour être plus clair, visiblement les verrous, ce n'était pas pour l'enfermer dans une pièce, mais pour que Rob et Sally puissent s'enfermer eux-mêmes quand ils avaient peur. Josh, lui, pouvait se déplacer librement. Ce qui a réellement fait basculer les choses, c'est le jour où Josh a été trop loin, beaucoup trop loin. C'est un après-midi comme les autres, la maison est calme parce que Josh est parti en colère ce matin-là à cause d'une énième dispute. Ses parents ne sont pas alarmés, ils ont l'habitude de ces accès de rage. Ils sont en train de boire le café dans la cuisine, la petite fille fait sa sieste à l'étage, et le moment de détente est soudainement interrompu par les pleurs aigus de Rose. Rob et Sally ont l'habitude d'entendre leur bébé pleurer, et ils sentent immédiatement que quelque chose ne va pas. Ce ne sont pas des simples pleurs, mais vraiment des hurlements de terreur. Ils bondissent tous les deux de leur chaise et se précipitent à l'étage. La porte est fermée à clé, bien sûr, et il leur faut quelques secondes pour trouver la bonne clé.
Les mains tremblantes, Sally ouvre la porte et il tombe nez à nez avec Josh. Il se tient au-dessus du berceau de Rose, un couteau de boucher à la main. Rob n'a aucune idée de comment il a réussi à obtenir ce couteau, les siens sont dans un tiroir verrouillé et il vérifie régulièrement qu'il ne lui en manque aucun, justement parce qu'il a peur que Josh essaie d'en prendre un. Mais Josh a bien un couteau, un énorme couteau avec une lame tranchante. Rob et Sally sont sidérés, ils n'osent plus bouger, leur regard se porte sur la petite Rose qui est en train de hurler de terreur, et ils voient qu'elle saigne au niveau du ventre et du bras droit. Josh baisse le couteau vers le visage de sa petite sœur, et il fait glisser la lame le long de sa joue. Il se contente de la caresser avec comme s'il voulait la chatouiller, et il lève les yeux vers ses parents en souriant. Sans réfléchir, Rob se jette vers son fils, mais sa femme est plus rapide. En quelques secondes seulement, elle est devant Josh. Elle lui frappe violemment l'avant-bras pour qu'il lâche le couteau. Josh n'a même pas eu le temps de réagir, il a à peine bougé. Sally se met alors entre son fils et le berceau et le pousse de toutes ses forces. Josh, qui ne s'attendait probablement pas à ce que sa propre mère l'attaque, vient s'écraser sur le mur derrière lui et se laisse glisser au sol. Quand Rob voit que Josh est suffisamment loin de Rose, il se précipite vers le berceau et prend le bébé dans ses bras pour mettre le plus de distance possible entre elle et son frère. La pauvre petite est toujours en train de hurler et saigne à plusieurs endroits. Rob se tourne vers sa femme et son fils qui n'ont toujours pas bougé. Sally tremble de colère, on dirait presque qu'elle a des spasmes musculaires. Josh, lui, a un regard vide, sans expression. On dirait qu'il a aucune émotion, c'est comme si personne n'habitait ce corps, que c'était comme une simple enveloppe charnelle. Sally, qui peine à se contrôler, fait un pas en direction de Josh. Avec le recul, Rob se dit qu'il aurait pu l'arrêter s'il en avait eu envie, mais il ne l'a pas fait. Il a laissé sa femme s'approcher doucement de son fils, le regarder droit dans les yeux et lui asséner un violent coup de poing en plein visage. Et contrairement à ce que vous avez peut-être pu vous imaginer jusqu'à présent, Sally n'est pas une femme fragile et délicate. Non, elle fait de la boxe et du karaté depuis son adolescence et elle est vraiment très douée. Rob le sait, elle pourrait très facilement mettre leur fils KO, même s'il pèse 35 kilos de plus qu'elle. Sa femme sait exactement où frapper quelqu'un, elle maîtrise plusieurs techniques et elle est très rapide. Ni Rob ni Sally n'avaient jamais levé la main sur leur fils avant cet incident, mais sous l'effet de la peur et de la colère, c'est comme si les limites qu'ils s'étaient imposées avant avaient disparu. Sally craque et toutes ces années de douleur, de chagrin, de frustration se déversent sur son fils. Le coup de poing fait chanceler Josh et son nez se met immédiatement à saigner. Il regarde sa mère avec une expression choquée comme s'il avait du mal à croire qu'elle venait de le frapper. Sally attend quelques secondes en fusillant son fils du regard, puis elle le frappe de nouveau. Bien sûr, là, Rob pourrait et devrait s'interposer et dire à Sally de se calmer. Il pourrait l'attraper par les épaules, l'amener hors de la chambre et discuter avec elle, mais il ne le fait pas. Il reste sans bouger, à la regarder tabasser leur fils. Le deuxième coup de poing de Sally fait tomber Josh à terre, qui lève instinctivement les mains vers son visage pour se protéger. Mais Sally ne s'arrête pas pour autant et elle le roue de coups. Elle se déchaîne sur son fils et ses frappes deviennent de plus en plus violentes. À un moment, Josh essaye de se lever mais Sally l'attrape à la gorge et le maintient au sol. Rob décide alors de sortir de la pièce et de mettre sa fille en sécurité. Il descend à la cuisine pour donner un bain à la petite Rose dans l'évier. Il découvre avec effroi qu'elle a une autre coupure au niveau de la plante du pied, mais heureusement, toutes ses plaies sont superficielles et Rose n'a pas perdu beaucoup de sang. À l'étage, il entend son fils crier et insulter Sally. Il lui dit qu'il va la décapiter et baiser son cadavre. Après un certain temps, le silence revient et Rob n'entend plus les hurlements de son fils. Il suppose qu'il a fini par perdre connaissance. Sa femme ne redescend pas pour autant et Rob sait qu'elle continue à le frapper. Un moment plus tard, Rose finit par s'endormir dans les bras de son père qui est assis à la table de la cuisine. Sally redescend et s'assoit en face de son mari. Ses mains sont rouges et enflées, elle a des éclaboussures de sang sur le visage et les bras. Au bout de quelques minutes, Rob lui demande « Il est mort ?» Sally regarde son mari droit dans les yeux et répond « J'espère, putain ». Rob acquiesce. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Il reste assis un long moment, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Puis en pleurant, Sally finit par se lever pour aller prendre une douche. Rob lui ne bouge toujours pas, avec la petite Rose dans ses bras. Soudain, des gémissements et des sanglots se font entendre. Ils viennent de la chambre en haut, et Rob comprend que son fils n'est pas mort. Il se lève, va à l'étage pour voir dans quel état il est. C'est grave. Très grave même.
Josh est allongé au sol, dans une mare de vomi. Il se tord de douleur, son visage est boursouflé et plein de sang. 2 de ses doigts semblent être cassés et il s'est uriné dessus. Plus tard, Sally a avoué à son mari qu'elle a effectivement continué à le battre, même après qu'il ait perdu connaissance. Quand sa femme sort de la douche, Rob prend conscience qu'il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut appeler la police, une ambulance, emmener son fils à l'hôpital? Il en a aucune idée. Après réflexion, il réalise que le sort de son fils lui importe peu. Qu'il vive ou qu'il meure, il n'en a plus rien à faire. Rob et Sally prennent des affaires et descendent au sous-sol, qui est suffisamment bien aménagé pour pouvoir y vivre quelque temps. Ils verrouillent soigneusement la porte du sous-sol pour s'assurer que leur fils ne puisse pas entrer et laissent Josh livré à lui-même. Ils savent qu'il y a de la nourriture dans les placards et le frigo pour environ 2 semaines et qu'il va pas mourir de faim. Leur stratégie, c'est d'attendre que Josh n'ait plus rien à manger pour voir ce qu'il décide de faire. Pendant la première semaine, Rob et Sally entendent parfois Josh se déplacer à l'étage. Rob continue d'aller travailler tout en restant très vigilant au cas où il essaierait de l'attaquer dans l'allée de leur maison. Mais Josh ne le fait pas, et son père pense que c'est parce qu'il est trop affaibli et qu'il passe ses journées au lit pour essayer de récupérer. Sally, elle, reste à la maison avec leur fille, qu'elle ne quitte pas des yeux. Une nuit, ils entendent Josh hurler et casser des objets à l'étage. Les bruits sont violents et durent pendant un long moment, mais Rob et Sally ne bougent pas. Ils restent enfermés au sous-sol et patientent. Par chance, à aucun moment Josh n'essaye de forcer la porte du sous-sol pour les rejoindre, et Rob se doute que c'est parce qu'il a peur que sa mère décide de finir ce qu'elle a commencé et le tue pour de bon. Après environ 3 semaines, Rob décide de s'aventurer à l'étage parce que ça fait un moment que la maison est totalement silencieuse. Il se dit que Josh a dû finir par partir pour de bon. Quand il remonte, la maison est dans un état lamentable. Rien n'a été épargné par la fureur de leur fils. Tout est cassé, il y a de la nourriture et des excréments étalés partout. Josh a carrément cassé des fenêtres et fait des énormes trous dans les murs. Il faudra des mois pour réparer les dégâts causés, mais Sally et Rob s'estiment heureux d'être en vie. Josh aurait carrément pu mettre le feu à la maison et les brûler vifs. Pendant les jours et les semaines qui suivent, les parents sont sur le qui-vive. Ils ont peur que leur fils revienne à l'improviste et les attaque. Quelques années plus tard, ils finissent même par déménager et arrêtent enfin de vivre dans la peur, puisque Josh n'a aucun moyen de connaître leur nouvelle adresse. Pour la première fois depuis la naissance de leur fils, Rob et Sally se sentent en sécurité. Aujourd'hui, Rob a 70 ans et il voit un thérapeute 2 fois par semaine depuis plusieurs années. Josh est né en 1971, la petite Rose en 1988. Suffisamment de temps s'est donc écoulé pour que Rob ose enfin en parler. Sa femme est malheureusement décédée d'un cancer en 2016, mais Rob trouve du réconfort auprès de sa fille, qui a maintenant la trentaine, et de ses 2 magnifiques petites filles. Personne ne sait où se trouve Josh à l'heure actuelle, ou s'il est encore en vie. La dernière fois que Rob l'a vu, il gisait sur le sol, couvert de sang, c'était il y a plus de 30 ans, et Rob n'a jamais cherché à savoir ce que devenait son fils. Il ne veut plus en entendre parler. Dans ce témoignage, il dit être partagé entre culpabilité et soulagement, et il a du mal à faire sens de ses émotions contradictoires. C'est vrai que c'est pas lui qui a roué son fils de coups, mais il a quand même laissé sa femme le faire sans intervenir, parce qu'au fond de lui, il était persuadé que c'est ce qu'il méritait. Il n'a peut-être pas essayé de le tuer, mais il aurait malgré tout été heureux qu'il meure. Il y a quand même une part de lui qui espère que Josh a réussi à vaincre ses démons et qu'il mène une vie normale et heureuse quelque part, mais si c'est pas le cas et que Josh n'a pas réussi à changer, alors la seule chose que Rob lui souhaite, c'est que quelqu'un l'ait tué pour l'empêcher de semer le chaos sur son passage. Parce que pour Rob, Josh a causé suffisamment de mal autour de lui et il en est persuadé, la seule manière de mettre fin à sa rage destructrice, c'est de le tuer. Voilà, c'est la fin de ce thread. Quelle histoire! Alors il faut savoir qu'on a trouvé ce récit avec Juliette sur Reddit dans la section Confession. Comme toujours avec les threads, on ne sait pas exactement qui se cache derrière, qui les écrit, si c'est totalement réel ou pas. Une part de moi a envie de se dire que c'est juste un témoignage inventé et très bien raconté, mais j'ai assez vu de vidéos de Feldup pour savoir qu'il peut également s'agir d'un réel témoignage, et j'ai aussi moi-même raconté des histoires de criminels bien réelles avec des enfants similaires.
De plus, la confession a été écrite avec un compte throw-off, c'est-à-dire un compte jetable, le genre de compte qu'un utilisateur comme Rob voudrait utiliser pour ce genre de témoignage afin de ne pas être retracé. La seule chose qu'il ait posté, c'est son témoignage ainsi que 7 réponses à un commentaire. Le truc qui pourrait sembler incohérent, c'est son âge. Y a-t-il beaucoup d'utilisateurs de 70 ans sur Reddit? Écrit-on comme ça à son âge? Mais bon, là encore, ce n'est pas du tout impossible. C'est moins courant, mais ça existe. Dans tous les cas, je trouvais ce témoignage super intéressant. Je sais que des enfants tels que Josh existent et c'est juste un enfer pour les parents parce qu'on est complètement démunis face à ce type de personnalité. D'un autre côté, c'est un témoignage absolument terrifiant parce que ça parle également de maltraitance de la part des parents envers cet enfant. Enfin, c'est absolument horrible. Et vous savez, je vous dis très souvent que dans beaucoup d'histoires, c'est pas noir et blanc et plutôt un espèce de d'entre-deux gris. Là, je crois que vraiment c'est très très partagé. Bref, si Josh a bien existé, j'espère moi aussi de tout cœur qu'il n'a pas fait de victime, mais honnêtement, vu ses comportements depuis tout petit, c'est dur d'imaginer qu'il ait pu se calmer tout seul. Je vous remercie encore d'avoir été au rendez-vous pendant cette semaine de thread et j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super soirée d'Halloween. On se retrouve dans une grosse semaine pour la reprise des vidéos normales sur la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.